Voilà, bah merci beaucoup pour l'invitation à venir à Grenoble et puis participer à ce séminaire parce que ce séminaire et toutes les problématiques qui sont associées, ça rencontre complètement le projet Labin Virtuo qui existe de fait depuis 2016, 2015-2016 et qui bénéficie d'un financement ANR entre 21 et 25, peut-être 26. Voilà. Donc, je ne suis pas le seul contact, je représente tous mes collègues qui sont là. Et l'idée sera bien, alors si ça veut bien changer, voilà, je vais essayer de vous présenter assez rapidement les grands domaines et les questions qui sont là, mais aussi, en fait, j'ai modifié, pas le PowerPoint, mais je vais modifier un peu mon discours par rapport à ce que j'ai entendu aujourd'hui pour aller du bon côté. Alors, notre principe, en fait, on a une approche qui est du type histoire et patrimoine des paysages culturels, avec cette dimension qu'indique l'UNESCO que le paysage culturel constitue les œuvres conjuguées de l'homme et de la nature dans lesquelles on va rentrer complètement. Plus globalement, on est plutôt dans la deuxième catégorie qui est la question du paysage pardon, essentiellement évolutif et en gros donc sur la très longue période. Par exemple, ce sera à Belfort sur des périodes qui vont du 18e jusqu'à nos jours, à Brest à peu près la même chose, et puis par exemple sur le désert d'Atacama, on sera sur encore plus de la longue période, puisqu'on sera de la préhistoire quasiment jusqu'à nos jours. Donc on est bien sur l'idée d'un paysage vivant sur la très grande période. Alors, euh, un grand nombre de problématiques en lien avec ce projet Labin Virtuo, des problématiques en histoire des sciences et des techniques, qui est une histoire comparée alors, de ce qu'on a appelé PIX pour l'ANR. Donc, hein, ce sont les projets industriels, culturels, sensoriels, et vous verrez que la partie sensorielle, l'engagement corporel et en tant qu'individu, nous paraît extrêmement important par rapport à nos thématiques. Donc, en gros, par rapport à cette question d'histoire des sciences et des techniques, on est sur plusieurs strates, hein, puisqu'on a une approche qui est de type système complexe, avec comprendre la dynamique d'évolution du paysage, sachant que c'est l'être humain, les groupes humains qui sont à l'origine de cette évolution et de la construction, mais aussi de la disparition. Donc on a des formes de cycles qui apparaissent. Pour nous, une façon de décrire cette évolution, c'est de choisir des bons référents, des artefacts qui sont un peu symptomatiques d'un certain nombre de domaines, par exemple la mobilité, le stockage, la construction, la fabrication. Et si on descend une échelle un peu plus basse, c'est aussi décrire et comprendre l'histoire de chacun des artefacts, en particulier les bons référents. Et puis, évidemment, c'est comprendre l'évolution des activités humaines, puisque entre le 18e, par exemple, et le 21e siècle, bien qu'il y ait la même fonction, par exemple, de construction navale, eh bien, les activités humaines en tant que telles ont changé radicalement avec un système de savoir en particulier très différent. Voilà les aspects en histoire des sciences et des techniques. En termes d'humanité numérique, on est sur deux aspects. Je vais aller assez vite parce que ça reprend des choses qui ont été montrées ce matin. Donc on est sur des formes de constitution de bibliothèques interopérables, en gros utilisant le web sémantique et des ontologies de référence qui sont quand même spécialisés par rapport à nos domaines. Ça, c'est une chose importante. Donc, ça induit les questions de partage, d'exploitation des données d'information historique, et en particulier la notion de redocumentarisation, c'est-à-dire que le fait de publier une donnée historique en ligne ou un document, une source, ça implique qu'on va avoir un premier schéma de métadonnées. La question, c'est comment on peut rajouter un certain nombre d'autres métadonnées, de la notation en particulier, qui permet en fait de comprendre et de développer un système de référence, un système de savoir à propos de ces données. Alors c'est vrai pour les images. Par exemple, vous avez une photo. Une photo, ça fixe dans un temps, mais
si jamais on a le témoignage de ce qui s'est passé juste avant ou juste après, ça sera extrêmement intéressant. Si on peut identifier la situation, etc., la contextualiser, eh bien, ce n'est pas toujours le cas dans le cadre des sources qu'on trouve dans les archives, bien évidemment. Donc il y a cette idée de partage à ce niveau-là. Et puis il y a le cas aussi d'utiliser des plateformes technologiques qui sont dédiées à ce partage par la communauté scientifique, en particulier avec Omecas, qui permet pour chacune des communautés qui participent de créer sa propre interface et son système de web en fonction de ses besoins. La deuxième étape, en tout cas ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est la collecte et la restitution donc, de paysages culturels dits sensoriels avec des artefacts qui sont en 3D cinématiques, des ponts, des grues, des forges. Donc on voit bien que l'activité humaine est essentielle dans ces cas-là. Il ne s'agit pas simplement de modéliser des machines. Et donc collecte et restitution en réalité virtuelle, réaliste et sensorielle. On a appelé ça des EVIRS, donc des environnements industriels, des gestes, des savoirs technologiques, scientifiques et associés aux artefacts. Et troisième étape, développement de scénarios et de médiation en lien avec des musées. Et donc on a des collaborations. Voilà, je vais assez vite et puis je vais faire juste une petite demande pour pouvoir me contrôler en termes de timing. Si on peut juste lever la main 5 minutes avant la fin, ça me permettra de voir de quelle façon je vais conclure de façon assez cohérente avec ce que j'ai raconté auparavant. Voilà, alors sur les différents projets, je crois que ça c'est important parce que ça balaye de larges domaines, mais nécessairement avec des points d'attache ou des points de recouvrement. La première étude de cas, c'est une machine-outil qui s'appelle NumaSurf. Donc c'est une fraiseuse à commande numérique de la régie Renault. Alors ici, c'est piloté par le musée des Arts et Métiers et par Isabelle Astic et Catherine Cuenca. Et je crois que ce cas en particulier peut vous intéresser. Pourquoi ? Parce qu'on est sur les premières machines à commande numérique. Et donc, en fait, on est sur un basculement entre des modes de production vers une disparition d'un certain nombre de métiers, mais l'apparition d'autres métiers, etc. Et je crois que c'est assez intéressant, en particulier pour vous ici. Le deuxième, alors ça se traduit à la fois sur Brest. Alors on l'a appelé Brest Time Machine. Pourquoi ? Parce que en fait, je vais le détailler tout à l'heure, mais on est sur une assez longue période et regarder de quelle façon on peut montrer l'évolution d'un paysage qui est lié à un arsenal de guerre et à un arsenal qui fait de la construction navale. On travaille aussi sur les questions de frigorifiques installées au début du XXe siècle à Saint-Pierre-et-Miquelon et Lorient. Et puis, il y a des questions de cloches sous-marines. Et je vous montrerai très rapidement, encore une fois, les questions qui sont sous-jacentes, qui sont en lien avec la question des sciences participatives. Alors, normalement, il y a CAP 44 avec le LS2N et donc avec Florent. Alors là-dessus, on n'a pas trop de nouvelles, donc c'est aussi une façon de le relancer là-dessus. Et puis, on a aussi donc Marina Gasnier avec le projet qui s'appelle Technome, Time Machine, qui correspond aux questions liées à Belfort en particulier, le système industriel à Belfort du 19e à nos jours. Vous voyez qu'on est à peu près sur les mêmes modes, en particulier avec la filature DMC, et puis qui sera à un moment donné, qui va s'arrêter et dont les bâtiments vont servir à Bulle en particulier pour faire du montage, et qui fait qu'une partie des ouvrières sera engagée dans ce cadre-là parce qu'elles ont un certain nombre de compétences pour tirer les fils, etc. Donc c'est assez intéressant aussi de voir la transition entre numérique et anciens métiers. Et puis, dernier aspect, les ports miniers du désert d'Atacama avec notre collègue Nicolas Richard. Et enfin, on a, puisqu'on travaille sur des aspects sensoriels, la collaboration avec Mylène Pardoen sur les questions d'archéologie du paysage sonore, qui est une forme peut-être la plus simple pour nous d'aborder cette notion de sensorialité. Donc assez rapidement, encore une fois, l'AnumaSurf, donc c'est une fraiseuse à commande numérique, unique vestige du système Unisurf, quand même conçu par Pierre Bézier, donc vous connaissez sans doute, ou en tout cas peut-être les courbes de Bézier. En tout cas, c'est une révolution du point de vue de la production industrielle. Et vous avez ici une image de cette machine. Alors dans l'état où elle se trouve, elle sera détruite et ferraillée dans quelques mois.
Et donc, on est sur des modes à la fois de conservation, mais aussi de compréhension de ce qui s'est passé. Là, vous avez le schéma qui représente le processus classique et le processus de production Unisurf. Et ça nous permet, en tout cas à Isabelle Astic, de mesurer en quoi la machine et le numérique va transformer fondamentalement le métier en lien avec la production d'une voiture, en tout cas d'une nouvelle voiture. Donc plusieurs aspects qui sont assez intéressants parce que ça n'existe pas auparavant. Il y a la question de lecteur de bande perforée, de terminal de commande numérique où on voit un agent, ici un ouvrier qui est en blouse et qui va manipuler et puis dont le rôle va être extrêmement réduit puisque globalement par rapport à... On sera en 3.8, mais en gros l'ouvrier sera vraiment actif dans 2 étapes qui sera positionner la fraise, la bonne fraise par rapport au travail à effectuer. Et deuxième chose, quelque chose d'extrêmement complexe à faire, c'est de bien positionner tout l'ensemble à un point zéro pour qu'on puisse démarrer et travailler et produire la bonne surface. Voilà, sachant que c'était du 3.8, hein, donc c'était une procédure qui durait quand même assez longtemps. Donc ici, on a l'École centrale de Nantes qui a produit déjà un certain nombre d'images à partir de photogrammétrie. Et l'idée, ça va être de produire de la médiation, mais aussi de la compréhension. Je vais essayer d'aller encore plus vite, mais quand même, c'est important de présenter ces projets. Technome Time Machine, alors on est sur une filature qui a été construite, en tout cas implantée à partir de 1890, qui était complètement isolée au nord de la ville. Et vous voyez qu'en fait, elle était en pleine campagne. Donc, désormais, c'est un espace technologique. Ici, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a à la fois des restes en termes de bâti, les machines n'existent plus forcément, mais il y a de la documentation, il y a des films, des choses comme ça, qui permettent de reproduire en 3D en particulier du bâti, mais aussi des machines. Hein. Ce sont des travaux d'étudiants à l'UTBM. Et se pose la question, évidemment, du travail, en particulier du travail des ouvrières. Et vous voyez bien qu'on a des alignements d'une quarantaine de machines, ce qui implique du point de vue sensoriel, du bruit, des conditions très particulières, parce qu'il y a de la poussière, il y a des conditions d'humidité, de chaleur, de température, etc. Et en fait, ça correspond à un certain nombre d'aspects que nous souhaitons travailler et pouvoir restituer. Pour le Brest Time Machine, on est à peu près sur la même philosophie dans le cadre d'une collaboration avec le Musée national de la marine, puisqu'il existe un plan relief. Donc l'idée, c'est de scanner le Brest entre 1807 et 1811, hein, donc un très beau plan. Bon, on dispose d'un certain nombre d'iconographies, je passe encore une fois très vite. Ce qui nous intéresse, ce qui est vraiment central, c'est l'activité humaine. Et en gros, c'est là où est le domaine qui nous intéresse le plus en tant que tel. Donc, je vais assez vite. On est sur des aspects sensoriels par rapport à cet espace. Par exemple, la question de la tour de l'horloge qui apparaît quasiment dans toutes les industries. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut appeler les ouvriers au travail. En général, ça se fait avec une cloche pendant un certain temps, ensuite par une sirène, etc. Donc il y a l'idée de reprendre, reconstituer un espace sonore. Et là, on voit bien que le travail avec Mylène Pardoën est tout à fait important. Hein. Là, on la voit en train de travailler sur le chantier Notre-Dame. Donc on voit bien que ça réunit évidemment un grand nombre de compétences. Autres aspects marins, et bien quelque chose qui s'appelle la cloche sous-marine à Ouessant, en fait, qui est en lien avec les premiers procédés sous-marins de détection. Et puis le frigorifique de SPM, eh bien, c'est un frigorifique qui s'est arrêté dans les années 72 et qui est très intéressant d'un point de vue architectural, puisqu'en fait on est sur des formes de pylônes, vous voyez, qui deviennent de plus en plus, avec un diamètre de plus en plus petit. On a le même type de bâti à l'UTBM, et puis des ouvrières qui travaillent à la chaîne et un très grand nombre. Donc en fait on travaille bien sur des questions qui sont liées à cette question de l'industrie, mais aussi du travail des femmes en particulier. Je vais passer un tout petit film, simplement pour positionner, je vais essayer de le retrouver, voilà, pour positionner notre programme, et après j'irai sans doute très vite sur le reste.
Voilà. Euh, à partir de quelques modèles qui sont en 3D et qui sont... faut que j'arrête le partage. Il faut réouvrir le partage. Alors, tac, tac, tac. Je suis dans Zoom, c'est ça. Et là, je vous laisse faire parce que là... Ah oui, il faut changer d'écran. Oui, oh, c'est pas grave. En fait, comme je vais la couper, quoi qu'il arrive, c'est pas un souci. Voilà, ok, très bien, merci. Voilà, donc la philosophie, c'est que, en fait, si on cherche à décrire d'un point de vue numérique un certain nombre d'aspects, là, vous avez un modèle qui correspond au plan tournant, mais ça a été fait en 2008. Donc, vous voyez que les avatars sont de piètre qualité. Malgré tout, on voit bien qu'un espace industriel ne se conçoit que en lien avec les activités humaines qui ont lieu dans cet espace-là. Alors, je passe assez vite. Plusieurs types d'activités. Alors, il y a un très beau pont qui existait à Brest, qui a été détruit en 1944. Là, donc, l'activité humaine, enfin, on ne voit pas d'être humain en train d'agir. Malgré tout, on voit qu'il y a des activités qui sont en lien, par exemple, avec faire tourner des cabestans. Encore une fois, vous savez que le 3D, ça permet faire de la médiation, hein, c'est-à-dire coloriser, etc. De mettre en regard un certain nombre d'aspects, par exemple, avec des sources. On va en avoir un petit exemple avec des voilà, on peut superposer par exemple des cartes postales. Et puis, je vais parler un petit peu plus du projet de recherche qui est sur les forges, avec des techniques de LIDAR qui permettent de produire des images très propres. Donc ça a été fait en 2014, ça date déjà. C'est très très propre et avec de la photogrammétrie. Vous cliquez. Et là, vous soulevez. Là, je vois pas. Ce point-là. C'est-à-dire on a immergé nos collègues forgerons. Là, je vois pas. Je vous laisse écouter. C'est pas très Je commenterai. Maintenant qu'elle est jaune, vous cliquez. Et là, vous soulevez. Ah, il soulève le pilon. Voilà. Vous soulevez. Oh, c'est magique. Et là, maintenant, on baisse. Je donne un coup, il frappe. Voilà, voilà. Et je fais ça. Ouais. Et je fais ça, il cogne. Voilà. Je vais entendre le bruit du pilon. Je peux aller plus haut avec, ouais. Je vais donner un grand coup. Vous entendez pas le bruit? Ah si, j'entends le bruit du pilon. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Ah ouais, ça tonne comme à l'atelier. C'est exactement le même son. Alors, premier petit commentaire, vous voyez qu'en fait, premièrement, on est capable d'immerger dans une situation en réalité virtuelle des êtres humains qui sont âgés. Hein. Il y a souvent cette idée que c'est réservé éventuellement à des enfants ou à des choses comme ça parce qu'ils ont l'appétence. En fait, il s'avère qu'on peut tout à fait travailler en collaboration dans ces espaces. Alors évidemment, de temps en temps, il faut adapter en permettant aux gens évidemment de s'asseoir. Voilà, il faut adapter, mais en fait, il y a tout à fait la possibilité. Deuxièmement, vous voyez qu'il y a une validation de fait par l'expert qui est forgeron, qui a travaillé, hein, qui dit en fait c'est magique, mais en fait non, c'est pas magique, mais en tout cas c'est très proche d'une certaine réalité, hein, il va le ressentir en tant que tel. Vous voyez qu'il est engagé corporellement, bien qu'il manipule des manettes qui sont à caractère numérique, et vous allez voir que on va voir la suite. Voilà. Si ça veut bien démarrer. Oh, c'est formidable. Vous fait de voir le marteau pilon de cette façon? Je crois que c'est bien parce qu'il y a le choc et donc aussitôt ça remonte. Le pilon remonte. Ouais, c'était bien, c'était bien. Ah, c'était automatique la remontée du pilon? Non. Non, c'est le pilonnier qui commande. Donc aussitôt que ça a chuté, ça choque mou, ça tombe en chute libre. Donc l'air comprimé à si bas sert à faire monter la masse et ça tombe en chute libre après. Et donc là, je fais une petite pause, mais vous voyez que là, il suffit de regarder, mais en gros, c'est un interview, un entretien qui est à la suite de cette immersion. Hein. Donc c'est un autre forgeron
alors qu'il y a quelques problèmes d'équilibre, donc qui étaient assis, mais en fait, on pouvait se balader sans aucun problème. Malgré tout, vous voyez à quel point il est engagé corporellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une mémoire corporelle. Et on voit bien que le fait d'être debout, mobile, permet à cette mémoire corporelle, en fait, d'être transcrite éventuellement oralement, mais il y a des choses qu'on ne peut pas transcrire. En particulier, ben, vous allez voir. Après, dès que ça a touché, il s'apprête à remonter. Mais là, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas remonter à 4e vitesse parce que ça écrase les butées en haut. Donc ça exige du doigté. Par contre, à chaque fois. Vous voyez, ça exige du doigté, c'est quelque chose qu'on ne va jamais pouvoir transcrire avec de l'écrit. C'est impossible. Par contre, on va pouvoir le traduire au travers, par exemple, de systèmes haptiques et en jouant avec des allers-retours sur un levier. Donc, on est sur des formes de mixité entre réalité virtuelle et réalité matérielle, avec le but de non pas matérialiser l'ensemble du système, mais aussi de matérialiser concrètement des retours haptiques avec des retours de force qui mesurent effectivement, en tout cas, qui reproduisent les activités. Donc, et qu'est-ce que ça veut dire se doiter? On voit bien que du point de vue de l'historien, la notion de doigté, c'est une donnée qui est quand même assez complexe à mesurer. Je vois tous les deux prendre avec. Et là, on va avoir l'échelle. Dernier extrait, je ferai la conclusion. Devant l'échelle. Voilà. Et pour monter, en regardant vers le haut. On clique en auto. Ouais, alors on peut aller à l'intermédiaire. Là, si on lâche le pouce. Voilà, là on est en déjà vous regardez vers le bas. Il y a quelqu'un en rouge là-haut. Ouais, c'est moi, je vous attends. C'est vous qui êtes là. Ouais. Oui. Et là on monte. Voilà. Je secoue. Ouais, on est sur la passerelle. Voilà. Ah ouais, je vois les pièces ici, la tuyauterie, l'alimentation d'air. Ça alimente le pilon. Là. La conduite est là et ça alimente le pilon. Voilà, outre constat, vous voyez que le fait d'être immergé dans le système, du point de vue de l'apport d'informations, qui sont ici des savoirs factuels, nous on ne dit rien, strictement rien, on ne pose pas de questions, mais vous voyez qu'on désigne du doigt et on dit ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça, etc. Donc en fait le principe, alors vous l'avez vu aussi, on peut être à plusieurs dans cet espace, donc c'est un espace de travail, un lab in virtuo. Et ce qui fait que je vais terminer sur une des dernières diapos. En fait, j'en ai encore 90, mais je ne vais pas le faire, promis. Ah oui, c'est ça. Alors, où est-ce qu'il est? Hop, voilà. Voilà. Alors, je partage l'écran et je retrouve mon PowerPoint qui est là. Voilà. Clac. J'espère que c'est bon. Non, c'est pas bon. Hop, je vais refaire le partage. Alors, je vais arrêter. Je pense que je vais d'abord ouvrir mon PowerPoint, ce sera plus simple. Tac. Et puis, je vais revenir. Alors, où c'est-il est? Le voilà. Je pense que là, ça doit marcher. Ouais, c'est bon. Voilà, je peux continuer comme ça ne pose pas de problème. Alors, voilà, les hypothèses du projet, en fait, c'est qu'on est sur des formes de mise en situation des usagers. Alors, il y en a plusieurs, ça peut être chercheurs, experts, forgerons, etc., peu importe. Donc, la mise en situation des usagers dans un environnement virtuel, intelligent, réaliste, sensoriel, collaboratif, la notion de collaboration qui est essentielle. Là où le corps est engagé d'un point de vue sensoriel, cinématique et gestuel se traduit par plusieurs impacts qui sont une récupération accrue des différentes mémoires procédurales, épisodiques, autobiographiques, qui sont habituellement interrogées dans un cadre classique, c'est-à-dire qu'on demande, par exemple, aux forgerons de venir chez nous, on va chez eux, mais quoi qu'il arrive, en général, on est assis à une table, etc., puisqu'on ne peut plus aller dans ces espaces. Et donc, ça se traduit par une élucidation plus efficace des connaissances expertes. Mais ça, c'est vrai à la fois pour le forgeron, et l'hypothèse, c'est que c'est vrai aussi pour l'historien, l'archéologue, l'anthropologue, etc. Le fait d'être in situ et sur un mode collaboratif permet de partager les données. Alors, je ferai la conclusion. Il y a encore un problème. On voit le... Ah, d'accord, ok. Je vais... Hop, je vais remonter. 30 secondes.
Alors, ouais, le menu de ce truc-là. Ouais, je vais faire échappe. Je vais ouais, normalement, il me donne la possibilité. Normalement. Pourquoi il ne veut pas? J'ai pas accès au menu qui est au-dessus. Ah, c'est peut-être là, en fait. Non plus. Non plus. Bah, c'est pas du tout ce que je veux. Tac, 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 tac. Bon, on va refaire un échappe. Je vais continuer comme ça. Et puis, de toute façon, je donnerai le PowerPoint sans souci. Et donc, je termine là-dessus. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un Labin Virtuos? C'est à la fois une base de connaissances avec des ontologies, donc une interface homme-machine qui peut être très diverse, peu importe. Mais il y a bien la notion d'ontologie et qui fait l'interface avec le Labin Virtuos dans lequel on peut travailler sous forme d'avatar, mais aussi discuter avec un AK ou un agent virtuel autonome conversationnel avec trois principes: collecter des données, c'est ce qu'on a vu ici, mais l'idée c'est de le collecter en langage naturel, de pouvoir travailler et échanger ensemble, mais aussi restituer avec des formes de pouvoir solliciter la base de connaissances, et donc l'ontologie qui est là, mais aussi avec la possibilité d'introduire de nouvelles connaissances, mais qui répondent à l'ontologie, mais aussi éventuellement modifier l'ontologie si on en a besoin, c'est-à-dire aller vers éventuellement proposer des sous-classes par rapport à une classe qui nous paraît trop pas assez fine, etc. Donc en fait, on est sur des modes de pouvoir adapter avec une certaine souplesse et bien par l'activité à la fois les ontologies et les bases de connaissances. Sur les interfaces, eh bien, des interfaces extrêmement diverses, ça dépend des scénarios qu'on souhaite mettre en place. Et l'idée, c'est d'avoir, je terminerai vraiment là-dessus, c'est en gros la philosophie, c'est d'avoir un métamodèle qui s'appelle Mascaret, qui permet de gérer les activités en réalité virtuelle. En lien, on a une ontologie, mais qui est un métamodèle qu'on a appelé AnyArtefact, qui est basé sur des artefacts, des activités, des participants. Et ensuite, il faut penser métamodèle, ça veut dire que si on fait où on construit une ontologie à partir d'AnyArtefact, en gros, ça correspond à une instance de ce métamodèle. Et c'est comme ça que ça peut être lu par Mascaret. L'idée, c'est d'avoir toujours les mêmes descripteurs et ensuite, on va les spécifier. Donc, chaque ontologie qui correspond à chaque étude de cas, quasiment, eh bien, correspondra à une instance des métamodèles. Et ensuite, on va faire un passage en termes de connaissances et en termes de représentation entre l'ontologie jusqu'à un certain grain. Ben, vous savez que les activités, en fait, on ne peut pas vraiment les décrire avec CRM, par exemple. C'est assez compliqué. Par contre, la réalité virtuelle et UML, par exemple, et Mascaret est écrit en UML, permet de faire ce passage à condition qu'on ait, en gros, des conditions initiales qui permettent, en fait, de faire démarrer Mascaret, en tout cas la réalité virtuelle, à partir des données qu'on connaît. Je m'arrête là. J'espère avoir été pas trop sibyllin, mais voilà. Merci beaucoup. Les premières questions. Alors, je suis très très contente parce que vous captez en fait les connaissances expérientielles d'une autre façon. C'est la fameuse métisse d'Aristote. J'ai toujours depuis le départ voulu faire ce parallèle entre les connaissances et le métier. En fait, on voit quand ils sont lâchés tout seuls, ils sont vraiment, ils parlent avec leur corps, mais du coup, il y a toute une terminologie très riche quand ils parlent. Est-ce que c'est ça que vous captez dans chaque ontologie? Vous dites que vous avez une ontologie par cas d'étude. Est-ce que vous récupérez tout ce langage qui est une mine d'or? Ouais. L'idée, elle est là, en fait. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher dans les archives. En fait, on a des catalogues, des données qui sont plutôt des données d'ingénieurs. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. Oui, en fait, on a des données qui sont à caractère historique et en fait qu'on va trouver dans les archives. C'est assez classique. En fait, ce ne sont pas forcément
les données qui correspondent à l'activité en cours, où de fait les archives sont souvent les archives des ingénieurs, etc. Mais en fait les archives de travail vraiment avec le langage en tant que tel, eh bien ça correspond en général à une petite communauté. En plus c'est une communauté de forgerons, donc c'est assez spécifique. Effectivement, il peut y avoir de grosses différences entre les désignations de certains éléments de l'atelier, parce qu'en fait, ils ont leur argot aussi, etc. Et le but du jeu pour nous, c'est effectivement de pouvoir, lorsque M. Vourch indique ça, c'est ça, ça, c'est ça, c'est de capter, de pouvoir l'injecter dans la base de connaissances. Donc on est en fait sur des formes d'aller-retour entre les recherches classiques en archives, on collecte de la donnée et on l'organise selon les ontologies. Et en fait, on va enrichir la base de données au travers de cette activité. Mais de la même façon, c'est de se dire, au lieu d'écrire les instances de l'ontologie, par exemple pour un pont ou pour les forges qui sont là, par exemple, il y a le marteau-pilon qui a une certaine origine, c'est de se dire qu'on est dans l'espace et nous, en tant qu'historiens, on peut dire, d'après cette source, ce marteau-pilon, il a été installé en 1867, ce qui est beaucoup plus rapide que de le taper, etc. Donc en fait, on est sur des formes d'aller-retour. Alors c'est ce qu'on cherche à faire. Donc on pense qu'on va y arriver. Alors avec un certain nombre, mais l'idée c'est d'arriver à quelque chose qui est de cet ordre-là et qu'on soit sur des formes d'aller-retour. Et c'est aussi cette idée de pouvoir éventuellement construire l'ontologie en étant, alors à partir d'éniers artefacts, parce que c'est le squelette qui est assez grossier, qui est assez léger, en fait, très souple, et se dire, en fait, pour n'importe quel historien, archéologue, etc., c'est de se dire, en fait, ce truc-là, ça correspond à une classe que j'appelle marteau-pilon, par exemple, et celui-ci, donc c'est un exemple, c'est le marteau-pilon de telle date, numéro de série, etc. Et en fait, au travers du langage, c'est-à-dire qu'on peut aussi éviter que les historiens en particulier, ou les archéologues, mais en tout cas, nous, on travaille beaucoup moi, je suis historien, en fait, donc à avoir des difficultés, en fait, pour, à la rigueur, construire une ontologie ou alors remplir cette ontologie au travers d'un certain nombre d'instances. Donc, on est bien sur cet aspect-là. Et la troisième chose, on est aussi en lien peut-être avec une question qui a été posée ce matin sur la question des musées virtuels. Avec le Saint-Pierre-et-Miquelon, on est sur le principe, on a monté un projet avec l'ensemble de la communauté qui est qu'en fait, on a toute une mémoire qui est sous forme d'archives privées. En fait, on a beaucoup d'archives officielles, mais les archives privées, elles sont là, elles sont présentes dans les greniers, etc. Donc, en fait, on va être sur des modes, au travers de missions spécifiques, d'aller collecter, mais en fait, on va donner du matériel de numérisation, à la fois 3D et 2D. C'est assez facile désormais de pouvoir distribuer ça dans une mallette, pour pouvoir capter déjà, avoir une trace qui est numérique. Éventuellement, s'il y a des objets à donner, les donner au musée, puisqu'il y a un musée. Mais on sait qu'il y a l'impression 3D aussi, qui peut être utile pour rematérialiser un certain nombre d'objets si les familles veulent les garder. Et puis, il y a cette idée de faire ce travail avec les ouvrières qui ont désormais plus de 80 ans, qui ont arrêté de travailler en 72, de les réémerger dans le modèle 3D du frigorifique et leur dire, voilà, maintenant, vous allez nous aider à reconstruire votre travail, vos conditions de travail. Alors sur les aspects sensoriels, c'est important pour nous, c'est-à-dire du point de vue sensoriel, on va avoir la question du froid, la question de l'habillement, est-ce qu'on est engoncé, pas engoncé, la question de la chaîne, du bruit, etc., etc., etc. Donc ça pose énormément de questions, on ne va pas les résoudre toutes. Si des gens en résout quelques-unes, ce sera déjà pas mal, mais voilà à peu près les directions vers lesquelles on se trouve. Et ça pose la question des modèles de médiation. Et là, c'est le musée, justement, qui a la charge de nous aider ou d'aider tout le monde à construire de nouveaux schémas de médiation, mais qui prennent en compte comment ne pas oublier l'aspect matériel, les collections. Et parce qu'effectivement, moi, je fais du 3D, de la restitution, mais le but du jeu, c'est pas du tout d'oublier les aspects matériels. Voilà. Et on croit beaucoup à une mixité des approches, comment les mélanger. Et ça aussi, c'est une question de recherche, je pense, en médiation.
Oui, en fait, c'était ma deuxième question. Je suis branchée. C'était effectivement par rapport aux cibles finales, puisqu'on est face à des artefacts comme pour l'informatique, hein, c'est tout ce qui est sciences et techniques, qui ne sont pas médiateurs par eux-mêmes pour le grand public. Donc oui, cette forme de médiation, on n'a pas encore pu pour l'instant mesurer les potentialités ou les impacts. Non, c'est l'objet de l'ANR en fait. Donc ça, on pourra en parler dans 3 ans, 4 ans. Voilà. Et est-ce qu'on peut imaginer une mise en pratique autour de l'objet de la part de non-experts pour certains aspects, oui. Par exemple, la question du levier, c'est un bon exemple pour nous. Alors c'est physique, mais en même temps, il faut beaucoup de précision. Par exemple, les forgerons, en fait, ils sont capables de tenir un œuf entre le marteau pilon et la masse qui est en dessous. Donc vous voyez qu'on peut faire du ludique, enfin des serious games en fait, qui est derrière tout ça avec des formes de contrôle, mais en se disant, mais tout en comprenant la machine, parce qu'en fait il faut comprendre la machine pour savoir comment ça fonctionne. C'est pas simplement j'entre de la force et c'est tout, c'est pas simplement qu'un jeu en fait. Et donc on peut aussi, il y a la question du workflow par rapport à une pièce. Il y a plein d'aspects où le fait qu'il y a des équilibres à trouver, voilà, et selon les niveaux, en fait, on a des scénarios qui sont tenables pour l'école primaire. Enfin, c'est déjà prévu comme ça, hein, sur certains aspects. L'école primaire, sur le collège, le lycée, mais aussi pour nos étudiants de master. C'est comment on comprend cet espace industriel, mais du point de vue de l'histoire, mais en tant qu'ingénieur aussi. Et justement, la question, c'est comment on peut fabriquer une ontologie d'un environnement industriel à partir d'un environnement disparu ou qu'on ne peut pas visiter parce que désormais, tout est clos. Alors, les forges ne seront pas détruites, hein, mais c'est dans l'espace militaire, donc on ne peut pas y accéder. Est-ce qu'il y a des dernières questions avant qu'on clôture cette première matinée très intéressante ? Désolée de m'être absentée, mais j'ai quand même écouté avec attention votre intervention et ça me fait penser à un dispositif qui est mis en place sur la formation des professionnels par l'UNET et donc pour former des ouvriers à manipuler des machines sur lesquelles ils peuvent pas, ils sont en situation d'apprentissage donc ils peuvent pas toucher les vraies machines en fonctionnement. Ils ont des lunettes qui projettent des points d'intérêt et puis qui vont leur faire manipuler une partie. Donc c'est pas complètement les lunettes fermées, c'est de la surcouche quoi. Il y a un vrai objet entre guillemets, il y a une machine qui est manipulable plus la lunette qui va projeter. Alors c'est pas encore très confortable le dispositif de lunettes, mais il y a une superposition des deux qui fonctionne. Effectivement, le lien, il est très fort. Pourquoi ? Parce que, et je ne vais pas parler du CERV, ça c'est pas bien, mais bon, Ronan me pardonnera, c'est pas grave. Mais donc le CERV, c'est le Centre européen de réalité virtuelle, dont la fonction, en tout cas, a été conçue à Brest avec l'idée justement de formation industrielle. Alors à la fois pour des militaires, par exemple un décollage d'avion sur le Charles de Gaulle, quelles sont les différentes procédures à respecter et à valider d'un point de vue militaire. Il y a aussi les procédures d'incendie, comment on intervient dans un port pour des pompiers compte tenu des différents obstacles. Donc on est bien sur cette forme-là. Autre exemple, il y a le fait de pouvoir monter dans une éolienne très très haut et de respecter et de valider les conditions de sécurité et les gestes. Donc on est sur des formes de routine. Il faut absolument avoir des routines pour éviter un certain nombre d'aspects. Et après, il y a un certain nombre d'usages liés à la réalité virtuelle qui sont aussi de l'ordre de la vie quotidienne. En particulier, par exemple, du côté de l'anorexie, la représentation du corps. Il y a aussi, pour les personnes âgées, le fait de traverser la rue. Est-ce que c'est compliqué ? Il y a les phobies sociales aussi qui sont explorées. Enfin, voilà. Donc le CERF travaille à la fois sur des questions comme ça, et on travaille ensemble depuis 2015 maintenant sur des questions qui sont en lien avec l'activité humaine dans les environnements industriels. Et pourquoi ça marche bien ? Parce qu'en fait, on a un mode de modélisation de l'activité humaine qui est très très bien aligné, ce qui fait que les concepts qu'on a, alors en termes d'ontologie, on l'a traduit sous forme d'ontologie.
Donc c'est très proche du SIDOC CRM, où on s'est inspiré de Dolce, par exemple, de ce genre de choses, mais il nous reste à aligner complètement avec d'autres ontologies, mais en fait, on a les mêmes concepts, et ce qui fait qu'effectivement, on peut passer de l'un à l'autre sans trop de problèmes, ce qui fait qu'effectivement, si on exprime quelque chose dans l'environnement sensoriel et virtuel, ça a du sens pour l'ontologie, et s'il manque une instance, on peut aller augmenter la base de connaissances sans problème, parce qu'on a fait tout ce travail qui était quand même un peu compliqué de travail ensemble entre nos modes de représentation, entre historiens, qui se traduit par une ontologie, et Mascaret avec les modes qui sont de l'ordre de l'industrie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit les mêmes choses, en fait, on représente les mêmes choses. Peut-être un dernier petit mot. Alors, notre petit groupe, il est exactement sur les mêmes envies et idées que vous, c'est-à-dire qu'on cherche à créer des réseaux, à monter. On est très content si on peut monter des séminaires, évidemment, ensemble. On est vraiment dans la pluridisciplinarité, puisque notre groupe, c'est à la fois des ingénieurs, enfin, c'est de l'ingénierie des connaissances, c'est de l'informatique, mais c'est aussi des anthropologues, des historiens, des spécialistes du patrimoine, etc. Donc voilà, on serait très heureux de pouvoir rentrer dans un dispositif déjà existant, ou alors qu'on participe à un dispositif, ou alors vous inviter à notre petit dispositif aussi. Voilà, j'arrête vraiment. Je crois que c'est un beau mot de conclusion, je vais y arriver, parce que j'ai un peu l'impression que c'est l'esprit qui anime un peu les humanités numériques en ce moment. C'est on est plein de gens de bonne volonté qui commençons des initiatives de notre côté, et on a envie de se regrouper, de faire force ensemble. Merci beaucoup, Sylvain. Thank you to everybody. So we will meet again tomorrow at 9:15, and have a good day. Thank you very much. Bye bye.